Voilà, donc on va lui passer la parole. Donc, docteur Touré, vous avez la parole. Ok, merci docteur Soumaïla. Désolé pour ce petit retard lié à un problème surtout de connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis le docteur Bouakar Ali Touré. Je suis médecin au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et je suis enseignant aussi au DU de drépanocytose qui est en cours depuis 6 ans maintenant. Je remercie le REMAPRAF pour m'avoir associé à ces webinaires et m'avoir confié cette présentation sur la drépanocytose. Et donc, pour cela, nous allons aller directement, sans autre forme de procès. Merci quand même à ceux qui sont en ligne aussi, qui sont en train de nous suivre. Donc, en introduction, nous rappelons que la drépanocytose est une maladie héréditaire. Donc, elle est caractérisée par la synthèse d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S, à la place de l'hémoglobine normale, communément appelée hémoglobine A. Donc, il s'agit d'une mutation génétique ponctuelle et qui aboutit à plusieurs formes de maladies, notamment un problème donc, qui va pousser à la production de plusieurs formes de génotypes. Donc, et sur le plan épidémiologique, ces génotypes sont assez variables. Et le plus fréquent dans notre contexte africain, c'est l'hémoglobinose SS, donc les homozygotes SS, qu'on retrouve un peu partout en Afrique au sud du Sahara. Ensuite, il y a les hémoglobinoses SC, donc l'hémoglobine S associée à une autre hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine C, qu'on retrouve surtout en Afrique de l'Ouest dans une zone qui est un peu autour de ce qu'on appelle le plateau voltaïque. Et l'hémoglobine S associée à une autre anomalie de l'hémoglobine qu'on appelle la thalassémie, donc les S-bêta-thalassémiques, qu'on retrouve aussi un peu en Afrique de l'Ouest, mais surtout, et ce qui n'apparaît pas sur cette carte-là, ensuite en Afrique du Nord, notamment dans le pourtour méditerranéen. La drépanocytose est un problème majeur de santé publique qui a été reconnu en tant que tel à partir de 2005, déjà par les pays africains, donc l'Union africaine. Ensuite, les organisations internationales, notamment l'OMS à partir de 2006 et 2008. Et donc, cette mutation bêta-S, en termes de fréquence, est assez variable d'est en ouest, donc notamment des porteurs du gène, des porteurs sains du gène. Et donc, cette variabilité passe environ de 5-10% en Afrique de l'Ouest jusqu'à 20-30% en Afrique centrale, voire en Afrique orientale. Et environ 300 000 enfants, il est estimé que 300 000 enfants naissent avec la maladie chaque année. Et 70% de ces naissances se font en Afrique au sud du Sahara. Donc au Mali, nous avons 12% de la population qui porte le gène. C'est un peu aussi la moyenne autour de nous en Afrique de l'Ouest. Et environ 5 000 à 6 000 enfants naissent avec la maladie. Et malheureusement, 50% de ces enfants meurent avant l'âge de 5 ans parce qu'ils seront nés dans des endroits où ils n'auront pas bénéficié de soins. Au Centre de recherche de lutte contre la drépanocytose à Bamako, depuis son ouverture en 2010, nous avons jusqu'en 2021 enregistré plus de 14 000 malades qui sont inscrits dans un programme de suivi médical. Sur le plan physiopathologique, donc, il s'agit d'une mutation, comme je l'avais dit dans l'introduction, qui se survient au niveau du chromosome 11, donc sur le codon 6, qui est code pour le gène bêta-S. À ce niveau, un acide aminé, l'acide glutamique, est remplacé par une valine, donc, et ce qui aboutit à la formation de la production d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Et cette hémoglobine S, lorsqu'elle est soumise à certaines conditions, donc en milieu désoxygéné, elle va polymériser et entraîner un étirement du globule rouge et donc entraîner la falciformation. Et donc cette falciformation va entraîner une déformation du globule rouge. Ensuite, le globule rouge devient rigide et fragile. Donc la déformation et la rigidification du globule rouge vont aboutir à la vaso-occlusion. Et donc cette vaso-occlusion qui est responsable des premières manifestations. Et la fragilisation du globule rouge va entraîner une destruction prématurée du globule rouge, donc ce qu'on appelle une hémolyse, et avec une réduction de la durée de vie des globules rouges. Donc cette durée de vie qui passe de 120 jours pour un globule rouge normal à 60 jours pour un globule rouge drépanocytaire.
Et donc, l'anémie qui s'ensuit s'accompagne d'une anémie hémolytique avec ses conséquences sur le plan clinique. Et à ceci, il faut ajouter aujourd'hui d'autres mécanismes qui ont été décrits, notamment une adhérence accrue des globules rouges, surtout des globules rouges jeunes et des polynucléaires neutrophiles à l'endothélium vasculaire, donc ce qui va favoriser la vaso-occlusion, mais aussi l'hémolyse qui va entraîner une production, en fait, une libération de l'hémoglobine. Et donc, l'hémoglobine libre va interférer avec le métabolisme du monoxyde d'azote, donc le NO. Or, le NO, naturellement, c'est un vasodilatateur, et donc la baisse du NO va favoriser la vasoconstriction et donc favoriser la vaso-occlusion. Donc, à côté de l'ensemble des mécanismes vaso-occlusifs, il y a aussi les infections, parce que les phénomènes vaso-occlusifs au niveau surtout de la rate vont entraîner une asplénie fonctionnelle, donc une sensibilité accrue aux infections, mais aussi, et il a été démontré aussi que chez les drépanocytaires, il existe une diminution de l'immunité humorale, notamment l'immunité B, donc ce qui favorise les infections. Et l'ensemble de ces mécanismes, que ce soit l'hémolyse chronique ou la vaso-occlusion à répétition, vont à la longue entraîner des lésions d'organes et entraîner les complications chroniques, en particulier des lésions vasculaires. Comment se transfère la maladie? Donc, le mode de transmission, c'est une maladie, comme l'a dit, héréditaire à transmission autosomique récessive. Donc, on distingue ce qu'on appelle les porteurs sains, donc qui ne sont pas malades, qui portent le gène, et les formes majeures que nous appelons les syndromes drépanocytaires majeurs, donc qui sont les SS, les SC et les S-bêta-thalassémie. Pour un couple de porteurs sains, donc à chaque grossesse, donc un couple de porteurs sains AS, donc, à chaque grossesse, il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant normal. Et ici, on a dit aussi 25% de chance, mais plutôt un risque, 25% de risque d'avoir, donc un risque sur 4 d'avoir un enfant malade et 2 risques sur 4 d'avoir un enfant porteur sain. Il en est de même pour les sujets SC, donc lorsque un des couples est AS et l'autre est AC. Et donc, à chaque grossesse, il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant normal et un risque sur 4 d'avoir un enfant SC. Il en est de même pour un couple qui est un porteur du gène AS et l'autre porteur du gène de la thalassémie. Mais effectivement, cette transmission, on peut dire, elle est aléatoire, ce qu'il faut, donc ce qui a le risque, mais il n'est pas dit que chaque fois qu'il y a une grossesse, la première grossesse sera normale ou la deuxième sera malade. Parce que nous, on a des couples qui ont 3 enfants et malheureusement, tous les 3 enfants sont malades. Et par contre, il y a des couples qui ont 3 enfants et il n'y a qu'un seul qui est malade. Et donc, cette transmission est aussi un peu aléatoire. Sur le plan clinique, les premières manifestations de la maladie apparaissent à partir de l'âge de 5-6 mois. Et donc, le plus classique, c'est le syndrome pied-main, donc ce qu'on appelle la dactylie. C'est un gonflement des pieds et des mains sans notion de traumatisme. Ensuite, les signes liés à l'hémolyse, notamment l'anémie et l'ictère. Et parfois, à l'examen, on peut retrouver une splénomégalie et aussi les infections à répétition. Donc, ces signes-là, très souvent, qui sont des signes d'orientation et qui amènent les praticiens, très souvent, à faire le diagnostic ou à demander les examens qui permettent d'aller vers le diagnostic. Et donc, ce diagnostic va reposer sur 2 examens clés. Il s'agit de la numération formule sanguine ou de l'hémogramme et de l'étude de l'hémoglobine. Donc, l'hémogramme, la présentation est variable en fonction des phénotypes. Donc, chez les sujets homozygotes SS, en général, on trouve une anémie en variable entre 7 et 9 grammes d'hémoglobine, qui est généralement normochrome normocytaire et hyper-régénérative, avec parfois des réticulocytes chez certains qui atteignent les 200 voire la 300 000. C'est les sujets SC, on a une anémie, une hémoglobine parfois normale ou une anémie, si elle existe, elle est assez modérée, avec une microcytose, donc parfois une microcytose sans anémie. C'est les sujets S-bêta-thalassémiques, on distingue deux types, donc les S-bêta-0-thalassémies qui ont une anémie microcytaire, donc avec des taux d'hémoglobine assez proches de celui des homozygotes, entre 7 et 9, et hyper-régénérative également, et les S-bêta plus thalassémies, qui ont un hémogramme qui est assez proche de celui des sujets SC. Donc, après l'hémogramme, il y a les
l'étude de l'hémoglobine. Donc, cette étude de l'hémoglobine se fait avec différentes techniques. Et cette étude de l'hémoglobine va permettre de confirmer le diagnostic. Et parfois, on est obligé de coupler cette étude de l'hémoglobine à d'autres examens. On avait vu tout à l'heure qu'à l'hémogramme, il y a une microcytose parfois. Et devant cette anémie microcytaire, parfois, il faut éliminer aussi une carence martiale, ce qui fait que parfois, on est obligé de faire un bilan martial pour voir s'il n'y a pas une carence du fait de la microcytose. Et donc, différentes techniques sont utilisées pour l'étude de l'hémoglobine. Les plus anciennes et qui, dans certains endroits, ne sont pratiquement plus utilisées, mais quand même qui restent encore d'actualité, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, que ce soit à pH alcalin ou acide, et l'isoélectrofocalisation. Donc, ces deux techniques permettent juste d'identifier, mais ne permettent pas de distinguer réellement de façon concrète les différentes fractions. Par contre, les deux autres techniques qui vont suivre l'électrophorèse capillaire et surtout la chromatographie liquide haute performance, qui constitue aujourd'hui la technique de référence, permettent de séparer les différentes fractions de l'hémoglobine et donc d'avoir des différents pourcentages de l'hémoglobine et de détecter même d'autres hémoglobines anormales, notamment pour la chromatographie liquide. Et tout récemment, ces 2-3 dernières années, on assiste à l'introduction de ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, qui permettent aussi d'identifier ces différentes hémoglobines anormales, mais sans pouvoir effectivement donner les différentes fractions. Et donc, nous allons quand même dire un mot de ces techniques, de ces tests de diagnostic rapide, donc qui sont en train d'être introduits progressivement et qui permettent effectivement d'avoir quand même dans des conditions où on n'a pas accès à ces techniques de référence, de pouvoir faire au moins sur le diagnostic des formes majeures les plus fréquentes dans notre contexte, notamment les formes homozygotes SS et les SC. Et donc, deux tests sont couramment utilisés, en particulier à ma connaissance, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sont des tests d'utilisation pratique et qui sont accessibles actuellement, avec une sensibilité et une spécificité de plus de 95% par rapport à la technique de référence. Mais surtout pour celui qu'on utilise, le cycle scan, avec un coût quand même qui reste encore un peu élevé. Je rappelle que dans le cadre d'un projet de décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose, en collaboration avec une ONG locale, nous sommes en train de d'utiliser en fait le test de diagnostic rapide pour le diagnostic de cette drépanocytose en milieu rural. Et le test en lui, un seul test coûte actuellement 4 000 francs. Et donc, c'est encore un peu cher. Et donc, pour les tests de diagnostic rapide, c'est les mêmes principes que les autres tests de diagnostic rapide, notamment pour le paludisme ou l'infection à VIH. Mais seulement la différence ici, il faut quand même, c'est l'hémoglobine dont on a besoin. Donc, il faut au préalable faire éclater ce globule rouge, donc avec ce qu'on appelle un hémolysa. Vous voyez sur le cycle scan, il y a un petit flacon avec un capuchon vert, donc il contient l'hémolysa. C'est dans ça qu'on va mettre les gouttes de sang qui permettent d'éclater le globule rouge et pour qu'on puisse accéder à l'hémoglobine. Et à partir de là, on met les gouttes dans les plaquettes pour le cycle scan. Et pour l'hémotype SC, ce sont des bandelettes, donc avec des tubes dans lesquels on va mettre l'hémolysa. On va plonger la bandelette et au bout de 5 minutes, on peut faire la lecture en fonction des différents traits que vous voyez. Et donc, ça permet de faire le diagnostic donc, de l'hémoglobine normale, les porteurs sains, le SS, le SC et le CC, qui est plutôt une autre forme d'hémoglobinose qui n'entraîne pas de manifestation particulière. Alors, pour résumer un peu par rapport au diagnostic de la drépanocytose, donc je dis que c'était l'hémogramme et l'étude de l'hémoglobine. Donc, pour les sujets homozygotes SS, vous avez à l'hémogramme une anémie normochrome normocytaire régénérative avec un taux d'hémoglobine S à l'étude de l'hémoglobine qui est généralement supérieur à 80%, un taux d'hémoglobine F assez faible avec une A2 normale, donc inférieure à 3,5%, et l'absence d'hémoglobine normale. Chez le sujet SC, il n'y a pas d'anémie ou si l'anémie elle existe, elle est un peu modérée, donc microcytaire, avec des taux de S et de C presque équivalents et l'absence surtout de l'hémoglobine A normale avec une hémoglobine A2 qui est normale. Les sujets S-bêta plus thalassémiques, eux aussi, n'ont pas d'anémie ou si elle existe, elle est assez modérée
avec ici un taux d'hémoglobine entre 60 et 70%, d'hémoglobine S bien sûr, une hémoglobine F parfois au-delà de 10%, une hémoglobine A2 supérieure à la normale, et ici on a la présence de l'hémoglobine A normale entre 20 et 30%, et c'est là où parfois, lorsque ils tombent sur des techniciens qui ne sont pas très avertis, on les classe parmi les sujets AS, alors que ce sont des formes majeures de la drépanocytose, donc ils peuvent manifester. Et les S-bêta 0 thalassémiques qui ont une anémie microcytaire régénérative avec un taux d'hémoglobine S autour de 70%, au-delà de 70%, l'hémoglobine F au-delà parfois de 10%, l'hémoglobine A2 qui est supérieure à la normale et l'absence d'hémoglobine A normale. Donc la différence un peu sur le plan biologique de la S-bêta 0 et la SS, c'est surtout le type d'anémie et surtout le taux d'hémoglobine A2 qui est supérieur à la normale dans le cas de la S-bêta 0 thalassémie, ce qui n'est pas le cas dans l'hémoglobinopathie SS. Sur le plan évolutif, donc la maladie, la drépanocytose, il y a deux types d'évolution. Nous, on classe en ce qu'on appelle les complications. Donc, on a ce qu'on appelle les complications aiguës, qui sont, comme on dit, la face visible d'un iceberg, et les complications chroniques, qui sont la plus grosse partie et qui constituent parfois un effet sur la morbidité, et les complications aiguës, qui ont un impact beaucoup plus sur la mortalité. Donc, ce sont les premières causes de mortalité, qui vont de la crise vaso-occlusive à la séquestration splénique, au syndrome thoracique, le priapisme aigu et les accidents vasculaires, et les complications chroniques qui apparaissent surtout avec l'âge et qui peuvent atteindre tous les organes, notamment du cerveau jusqu'au squelette, en passant par le cœur, les poumons, les reins, la peau, les yeux et les os et les articulations. En ce qui concerne les complications aiguës, donc nous allons essayer assez rapidement de les voir une à une, si le temps le permet, je pense qu'on pourra le faire. Donc il y a la crise vaso-occlusive, donc qui est le premier motif de consultation et la première cause d'hospitalisation chez les drépanocytaires, et se caractérise essentiellement par la douleur. Donc du fait de l'occlusion vasculaire, donc il existe une hypoxie relative, et cette hypoxie qui est en aval va entraîner la douleur. Et c'est une douleur qui est quand même assez caractéristique. Très souvent, c'est une douleur qui apparaît de façon brutale, qui est d'emblée paroxystique et de siège assez variable. Donc, à chaque crise, sa localisation. À chaque épisode douloureux, parfois sa localisation. Et surtout, c'est une douleur quand même qui est assez sensible aux antalgiques lorsque le patient reçoit l'antalgique qui va avec sa douleur. Et ces douleurs surviennent très souvent lorsque le patient est exposé à un certain nombre de facteurs, notamment le froid, les efforts physiques, la déshydratation, le stress surtout, qui a été reconnu ces derniers temps, et les situations où il existe une baisse de la concentration en oxygène, ou les situations où il existe un ralentissement de la circulation, notamment quand les patients portent des habits trop serrés ou qui restent dans des positions assez longtemps, qui entraînent un ralentissement circulatoire et favoriser la vaso-occlusion. Le syndrome thoracique aigu, c'est la première cause de mortalité chez l'adulte. Et c'est la deuxième complication aiguë la plus fréquente après la crise vaso-occlusive. Donc, elle se définit par une douleur thoracique, une toux, une fièvre, une dyspnée aiguë, une expectoration et des anomalies auscultatoires. Donc, des crépitants, soit des crépitants, des sauts tubaires, une baisse du murmure vésiculaire. Et à la radiographie thoracique, avec un nouvel infiltrat. Donc, ce nouvel infiltrat, dans notre contexte, c'est parfois un peu difficile à retrouver parce que lorsqu'un patient est admis à l'hôpital pour une crise vaso-occlusive, l'idéal, c'est de pouvoir lui faire tout de suite une radiographie du thorax. Et si il présente ces signes et qu'on reprenne la radiographie, on verra qu'il y a une différence entre la radio de 48 et 72 heures avant. Et donc, ce syndrome thoracique aigu est favorisé par les infections pulmonaires et les prises de corticoïdes. Donc, attention à l'utilisation des corticoïdes chez les drépanocytaires. Et très souvent aussi, ces syndromes thoraciques aigus surviennent dans un contexte de crise vaso-occlusive. Donc, une crise vaso-occlusive qui se prolonge malgré les traitements. Le risque majeur, c'est la survenue des syndromes thoraciques aigus. Et donc, attention lorsque vous avez un drépanocytaire en crise
au bout de 48-72 heures, s'il présente des douleurs, il présente un tableau thoracique, la première hypothèse, ce serait un syndrome thoracique aigu et non pas une embolie pulmonaire. La séquestration splénique, donc c'est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Donc parfois on avait dit que au départ sur le plan clinique, il y a parfois des patients qui présentent des splénomégalies et cette splénomégalie se traduit très souvent par une séquestration splénique. Donc c'est un phénomène immunologique parce que la rate constitue, on peut dire, le filtre du sang et très souvent toutes les cellules qui ont vieilli chez le sujet normal, les cellules vieillies sont très souvent captées et détruites et ou les cellules voilà, qui sont vieillies. Et malheureusement, chez le drépanocytaire, parfois, du fait que les cellules sont mal formées ou que les cellules vieillissent très vite, et donc sont reconnues par le système immunitaire de la rate comme tel, et donc sont séquestrées à ce niveau, et ce qui va entraîner une baisse brutale du taux d'hémoglobine et associé à une augmentation brusque de la taille de la rate, et donc responsable d'une anémie sévère et qui apparaît de façon brutale et qui met en jeu le pronostic vital. Donc la séquestration splénique très souvent survient chez les enfants de moins de 5 ans ou les adolescents. Et donc, si les mesures rapides ne sont pas prises, ça peut entraîner rapidement le décès. L'accident vasculaire cérébral, donc c'est une complication aiguë aussi assez fréquente chez les drépanocytaires, surtout chez les homozygotes, qui présentent très souvent une vasculopathie. C'est une urgence vitale qui survient surtout, comme on a dit, chez ces homozygotes et qui présente une vasculopathie cérébrale. Et la présence de cette vasculopathie cérébrale augmente le risque de faire un AVC de 300 chez ces drépanocytaires. Chez les adultes, on estime le risque à 25%. Et surtout, cet AVC peut s'accompagner de séquelles motrices, dont on verra un peu dans la prise en charge, d'où l'importance de la rééducation qui doit commencer assez très tôt dans le cadre de la prise en charge. On en a parlé la semaine dernière, je pense, de la rééducation après AVC. Et je pense que ça peut s'appliquer ici. Donc, sur le plan physiopathologique, on peut dire comme ça, l'accident vasculaire peut être lié à un infarctus cérébral, donc notamment du fait de la vaso-occlusion. Il peut y avoir des accidents ischémiques, surtout liés aux sténoses, donc l'inflammation au niveau de l'endothélium vasculaire va finalement s'accompagner de sténose. Et on peut avoir aussi des accidents hémorragiques. Les sténoses vont favoriser la formation de néovaisseaux qui sont assez fragiles et ces vaisseaux peuvent facilement se rompre et entraîner des hémorragies. Sur le plan clinique, il s'agit de la survenue brutale d'une hémiplégie ou une hémiparésie, une amorose, une aphasie ou une convulsion. Et c'est cette convulsion parfois qui est mal interprétée ou bien qui porte à confusion, surtout si une convulsion survient pendant la période de forte transmission du paludisme chez un enfant drépanocytaire ou pas. Et donc, et surtout si la goutte épaisse est positive, donc on le prend sous le coup de du paludisme cérébral, alors que parfois c'est un AVC qui est en train de se constituer. Et donc, il faut faire très attention. C'est un homozygote, même si la goutte épaisse présente une convulsion, il faut aussi penser à l'accident vasculaire cérébral. Attention, je suis bloqué. Alors, ça ne progresse pas. Oui, on pense que, désolé pour ce petit problème technique, certainement que Dr Touré doit avoir un petit souci technique, mais il est là. Voilà. Vous êtes là, Dr Touré? Vous m'entendez, Dr Touré? Oui, Dr Touré, vous m'entendez? Activez votre micro. Oui, je vous entends, je vous entends. Voilà, vous pouvez continuer maintenant.
Ouais, j'ai dit que j'ai un saut de connexion là. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui Oui, avec oui, moi. ça arrive souvent, hein, dans tous les webinaires, ça arrive. Ouais, ouais, j'ai des sauts de connexion. Donc, Ça peut arriver. en plus de ça, donc, voilà, merci, désolé. Et donc, les premières complications dont on vient de parler, notamment syndrome thoracique aigu, accident vasculaire et séquestration, sont des complications qui peuvent mettre en jeu rapidement le pronostic vital s'ils ne sont pas pris en charge et qui sont responsables de mortalité, surtout chez les drépanocytaires homozygotes. Donc, à côté, il y a le priapisme, qui est une complication aiguë qui survient surtout chez les garçons, bien sûr, avec une érection douloureuse survenant en dehors de toute stimulation sexuelle. Donc, c'est secondaire à un défaut de drainage des corps caverneux. Il s'agit d'une urgence fonctionnelle, parce que si ce n'est pas pris en charge, ça peut entraîner ce qu'on appelle une dysfonction érectile, donc, notamment dans les formes aiguës. Et il y a aussi les formes intermittentes, qui sont des répétitions d'épisodes de moins de 30 minutes. En général, ça survient très souvent la nuit. Et les formes aiguës, qui sont des épisodes qui évoluent plus d'une heure. Les infections aiguës, on avait dit à l'introduction, notamment dans la physiopathologie, ce sont des patients qui sont sensibles aux infections du fait de la l'acyclémie fonctionnelle. Et ils font très souvent soit des infections localisées qui, parfois, à répétition, qui constituent un élément d'orientation diagnostique, ou un peu de sepsis sévère. Et le siège de ces infections est variable en fonction de l'âge. Et ces infections peuvent être la cause ou le facteur favorisant la survenue d'une crise vaso-occlusive ou le syndrome thoracique aigu, notamment pour les infections pulmonaires. Donc, les infections, il s'agit soit des infections parasitaires, donc on parle de l'infection à Plasmodium falciparum, qui est aussi grave chez le drépanocytaire, surtout chez l'homozygote, parce que ça entraîne, c'est une érythrocytopathie, donc ça peut aggraver l'anémie. Les infections bactériennes, c'est surtout les bactéries qui sont détruites par opsonisation, du fait de l'asplénie fonctionnelle. Et donc, ce sont surtout les salmonelles, les streptocoques, le staphylocoque, le pneumocoque, l'hémophilus et le méningocoque. Et les infections virales, c'est l'infection au parvovirus B19, qui est très fréquent chez les drépanocytaires, et la grippe, mais aussi les infections qui peuvent être transmises surtout par la transfusion, parce qu'on verra qu'elle occupe une place importante dans la prise en charge, notamment les virus de l'hépatite B, C et du VIH. Les complications chroniques, donc, elles apparaissent surtout avec l'âge. Donc, l'évolution le plus souvent silencieuse, et elles sont secondaires aux infarctus à répétition. Peuvent être aussi secondaires à certaines d'entre elles, secondaires à l'hémolyse chronique, donc, ainsi que l'anémie qui l'accompagne, et aussi les atteintes vasculaires au niveau de l'endothélium, ou que ce soit au niveau du muscle vasculaire. Donc, plusieurs organes peuvent être atteints, on l'a vu dans l'introduction, et la prise en charge ici nécessite l'implication des spécialistes d'organes. On le verra plus loin dans la prise en charge. La vasculopathie cérébrale constitue une des complications chroniques la plus fréquente, surtout chez les enfants, notamment chez les formes, ceux qui présentent ce qu'on appelle les formes anémiques, les enfants homozygotes et les S-bêta-zérothalassémiques. Et très souvent, c'est entre les enfants de 2 à 5 ans. Donc, on avait tout à l'heure dans l'AVC, ça multiplie par 300 le risque de faire un AVC. Et la physiopathologie implique surtout l'endothélium vasculaire ainsi que le muscle. Donc, du fait de l'adhérence, et notamment aussi du fait que les globules rouges déformés viennent cogner contre l'endothélium vasculaire rigide, et donc ça entraîne une inflammation chronique et responsable d'une sténose, et aussi l'anémie qui entraîne aussi une augmentation de la vitesse de passage du sang dans les vaisseaux qui sont assez rigides. Le diagnostic repose sur l'échographie Doppler transcrânienne qui doit être réalisée chez tous les enfants à partir de cet âge-là, à partir de 2 ans, c'est les homozygotes. Les complications osseuses, dominées essentiellement par les nécroses de tête des os longs, surtout les têtes fémorales. Donc, on les observe surtout chez les adultes. Au centre de recherche de lutte contre la drépanocytose, c'est une des complications chroniques la plus fréquente. Et surtout les nécroses des têtes fémorales, donc secondaires surtout à l'ischémie, qui va entraîner une nécrose cellulaire, notamment au niveau des épiphyses. Et on verra tout à l'heure l'évolution, notamment pour la nécrose fémorale, se fait en quatre stades d'Arlett et Ficat. Et le diagnostic repose sur la radiographie classique, ce qu'on a chez nous, et éventuellement la scintigraphie et l'IRM en fonction des possibilités. Je pense que ça commence à être disponible dans plusieurs de nos pays actuellement.
Sur le plan clinique, il s'agit d'une douleur chronique, associée surtout pour la nécrose fémorale, associée à une boiterie ou un blocage articulaire. Et sur la nécrose humérale, c'est plutôt une douleur au niveau de l'épaule, associée parfois à des difficultés de préhension ou surtout de l'habillement, au moment de s'habiller. Donc, c'est la nécrose fémorale qui est la plus fréquente, donc généralement évolue en 4 stades. Nous avons le stade 1 qui est généralement infraclinique, et très souvent, c'est la radiographie classique ne permet pas très souvent de faire le diagnostic parce qu'elle est très souvent normale, mais c'est surtout la scintigraphie ou l'IRM qui permettent de faire le diagnostic. Au stade 2, on note une condensation sans perte de la sphérécité de la tête fémorale. Le stade 3, c'est une rupture de continuité de la coque épiphysaire avec un affaissement et un effondrement. Et l'arthrose au stade 4 avec une disparition de l'internile au niveau de la tête fémorale et carrément un blocage articulaire. Et là, ça entraîne un handicap majeur parce que les patients ont du mal donc ça réduit le périmètre de marche et surtout ça s'accompagne d'une douleur chronique et qui est responsable des handicaps majeurs. À côté de la nécrose, il y a l'ostéomyélite, donc c'est des infections chroniques, surtout des os longs, et très souvent chez les enfants, avec parfois des risques de fracture. Et sur le plan clinique, c'est donc des douleurs localisées avec des signes infectieux. Et le diagnostic différentiel parfois est assez difficile avec une crise vaso-occlusive, mais très souvent, dans les infections, c'est vraiment des douleurs assez localisées et qui évoluent aussi parfois dans le temps. Par contre, on avait dit, la douleur dans la crise vaso-occlusive est très souvent assez labile, le siège est assez variable. L'atteinte oculaire est caractérisée par la rétinopathie drépanocytaire, donc qui est secondaire soit à une obstruction vasculaire ou une rupture des néovaisseaux. Et ça, c'est observé, cette complication est surtout observée chez les adultes SC, bon, bien sûr chez les enfants aussi, hein, parce que les dernières études montrent que ont montré quand même que les rétinopathies ont été observées chez des enfants de 6 ans, voire même de 10 ans. Il s'agit d'une atteinte périphérique rétinienne et le diagnostic repose sur l'examen ouvert à 3 miroirs et l'angiographie. Donc, c'est des atteintes périphériques, donc c'est pourquoi le fond d'œil classique qu'on réalise chez les patients diabétiques ou hypertendus ne permettent pas de faire le diagnostic de la rétinopathie drépanocytaire parce que les atteintes sont assez périphériques et le fond d'œil voit seulement, comme on le dit, le fond de la rétine et parfois ces lésions ne sont pas à ce niveau, sont plutôt au niveau latéral, périphérique. Donc l'évolution se fait en 5 stades et qui peuvent même aboutir à la cécité. Et très souvent, il peut s'agir de rétinopathie proliférante ou non proliférante. Les formes non proliférantes sont assez bénignes, donc nécessitent juste une surveillance. Mais par contre, les formes proliférantes nécessitent une prise en charge, notamment par les ophtalmologues. On verra ça plus loin. Les atteintes rénales sont dominées par la néphropathie drépanocytaire, qui est assez fréquente chez l'adulte homozygote. Très souvent, elle est assez silencieuse. Et le mécanisme physiopathologique et l'histoire naturelle sont un peu mal connus. Et l'évolution peut se faire vers une insuffisance rénale terminale avec augmentation du risque de mortalité lorsque survient une crise. Donc, lorsqu'une crise drépanocytaire survient chez un patient en insuffisance rénale, ça augmente le risque de mortalité. Le diagnostic repose sur le dosage de la microalbuminurie, donc, et avec le rapport microalbuminurie sur créatinurie, parce que la créatinémie seule est un mauvais marqueur de la fonction rénale, parce que les drépanocytaires sont très souvent en hyperfiltration, et donc ils ont une créate qui est même inférieure à aux valeurs normales, inférieures, c'est le sujet normal, et donc c'est un mauvais marqueur par rapport à l'évolution de l'atteinte rénale chez les drépanocytaires. Et très souvent, la découverte est faite de façon systématique lors d'un bilan, mais parfois, lorsqu'il y a une symptomatologie, on peut être amené à rechercher, notamment lorsqu'il y a une aggravation inexpliquée de l'anémie, donc liée à l'atteinte rénale. Sur le plan cardio-pulmonaire, les atteintes cardiaques, elles sont peu étudiées, sont dominées essentiellement par les cardiomyopathies secondaires à l'anémie chronique. Elles se représentent chez 17% des adultes, surtout chez les homozygotes, donc qui présentent une anémie chronique. Et on va parler un peu de l'hypertension artérielle chez le drépanocytaire. Ce qui a été constaté, c'est que la pression artérielle
normale chez les drépanocytaires est inférieure à celle de la population générale. Et donc, une pression artérielle entre 120 et 70 mm de mercure doit être considérée comme pathologique chez les drépanocytaires, surtout chez les homozygotes, et donc vont nécessiter une surveillance ou une prise en charge éventuelle avec les cardiologues. Les atteintes pulmonaires, c'est surtout l'hypertension artérielle pulmonaire, donc qui peut être diagnostiquée par le mesure d'un cathétérisme droit, donc ce qui en pratique, en tout cas au Mali, on ne le fait pas encore, mais ce qu'on peut faire, c'est la mesure de la vitesse de régurgitation tricuspidienne à l'échographie Doppler cardiaque. Et lorsque cette vitesse est supérieure à 2,8 mètres par seconde, on peut considérer que le patient est en hypertension artérielle pulmonaire et mettre les mesures qu'il faut pour la prise en charge. Et cette hypertension artérielle, d'après certaines études américaines, sont assez associées à une mortalité importante lorsque le sujet présente une hypertension artérielle pulmonaire et qu'il fait une crise, il peut rapidement évoluer vers le décès. Et les autres anomalies pulmonaires, ce sont surtout des troubles ventilatoires, notamment les patients qui font des syndromes thoraciques aigus, notamment des séquelles liées au syndrome thoracique aigu, qui peuvent se présenter sous forme de syndrome restrictif ou de syndrome obstructif. L'atteinte cutanée est dominée par les ulcères de jambes. Donc, ce sont des ulcérations chroniques parfois douloureuses qui surviennent au cours d'un traumatisme et qui siègent surtout au niveau des parties basses, donc les régions malléolaires. Là aussi, le mécanisme physiopathologique est un peu mal connu et c'est surtout observé chez les sujets homozygotes. Les complications digestives, c'est surtout la lithiase vésiculaire asymptomatique, donc fréquente surtout chez les homozygotes du fait de l'hémolyse chronique. Et la découverte est très souvent fortuite après une échographie ou au décours d'une symptomatologie douloureuse abdominale, notamment lorsqu'il présente un signe de Murphy qui est positif. À côté, il y a la surcharge en fer, donc généralement ça c'est iatrogène du fait de la transfusion. Les patients polytransfusés ont un risque de surcharge au niveau hépatique. Et donc, ce qui nécessite une surveillance assez régulière des patients qui sont polytransfusés, donc de la ferritinémie, et éventuellement, on peut faire aussi une IRM hépatique, voire une ponction de biopsie hépatique lorsqu'on suspecte cette hémochromatose. Alors, nous avons abordé le chapitre de la prise en charge. La prise en charge de la drépanocytose repose essentiellement sur des mesures préventives, mais aussi la prise en charge rapide et efficace des complications aiguës et la recherche active et la prise en charge multidisciplinaire des complications chroniques. Dans le cadre de la prévention, notamment ce qu'on peut dire la prévention primaire, c'est de réaliser le dépistage sur les sujets jeunes avant le mariage, bien sûr, pour éviter l'union entre deux porteurs sains. À défaut, on peut aussi utiliser le dépistage anténatal, donc avec possibilité d'arrêt médical de la grossesse, ce qui, dans notre contexte aujourd'hui, n'est pas encore validé. Mais ailleurs, c'est possible. C'est un couple de porteurs AS. Lorsqu'il y a une grossesse, on peut faire un diagnostic anténatal avant 12 semaines d'aménorrhée, avec une ponction du trophoblaste ou du liquide amniotique, avec une étude de biologie moléculaire qui permet de voir si l'enfant qui va naître serait homozygote AS ou AA. Et si l'enfant est homozygote, la loi autorise l'arrêt de la grossesse, si les parents le souhaitent bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Et là aussi, de plus en plus, on utilise ce qu'on appelle aussi le dépistage préimplantatoire, donc dans le cadre de la procuration médicalement assistée. Et donc là aussi, c'est des couples de porteurs sains. Donc lorsqu'il y a un désir de grossesse, on peut faire, avant de faire l'insémination, on fait la fécondation in vitro et on regarde les œufs qui ne sont pas porteurs du gène. Et ce sont ces œufs-là qui seront implantés chez la patiente. Enfin, chez la dame. Donc, à défaut d'éviter la naissance d'enfants drépanocytaires, on peut quand même faire le dépistage précoce, ce qu'on appelle le dépistage néonatal, parce que toutes les études ont montré aussi que plus tôt le diagnostic est fait et que la prise en charge est faite de façon rapide, plus mieux c'est et plus l'enfant va vivre longtemps, mieux le drépanocytaire va vivre et plus longtemps il va vivre. Et donc, ce dépistage néonatal se fait avant 6 mois de vie.
L'idéal, c'est à la naissance, avant de sortir de la maternité. Et là aussi, nous sommes, le CRLD, participé à une étude récemment pour valider les tests de diagnostic rapide, notamment chez les nouveau-nés. Et les premiers résultats montrent effectivement les mêmes sensibilités, les mêmes spécificités que chez l'adulte. Donc, ce qui veut dire que désormais, on pourra utiliser ces tests de diagnostic rapide à la maternité. Donc, dès que l'enfant est né, tout de suite, on peut faire son dépistage. Et s'il est drépanocytaire, on peut l'orienter vers un centre de prise en charge pour commencer tout de suite la prise en charge. Donc, à côté, il y a la prise en charge, comme je l'ai dit, rapide et efficace des complications aiguës et la recherche active et la prise en charge des complications chroniques. Pour le suivi, donc la prise en charge aussi passe par le suivi des malades. Donc, le suivi en fonction maintenant des écoles et des pays. Donc, c'est une consultation de suivi 2 ou 3 fois par an, donc tous les 6 mois, tous les 3 mois, ou même tous les 2 mois pour certains. La pénicillinothérapie jusqu'à l'âge de 5 ans, la supplémentation en acide folique, la mise à jour des vaccins spécifiques contre la pneumonie, les salmonelles et les méningos, l'hémophilis aussi, et éventuellement le vaccin de la grippe. Les mesures de prévention antipalédique, que ce soit la sulfadoxine ou l'utilisation des moustiquaires, et la réalisation des bilans à la recherche de complications chroniques. Donc, dans le cadre du suivi de malade, chaque fois que le patient vient en consultation, une fois par an, des bilans sont réalisés pour rechercher les complications chroniques. En ce qui concerne la prise en charge des complications aiguës, donc pour la crise vaso-occlusive, il faut calmer rapidement la douleur. Donc, tous les antalgiques peuvent être utilisés, surtout les morphiniques si elles sont disponibles. L'hydratation, et surtout si le facteur déclenchant est une déshydratation, surtout en cette période, très souvent on a malheureusement les drépanocytaires qui observent le jeûne, et malheureusement ils se déshydratent, et surtout en cette période de chaleur, et donc il faut bien les hydrater, et il faut rechercher le facteur déclenchant et l'éliminer. Et si la crise persiste malgré un traitement bien conduit, il faut penser à une transfusion ou un échange transfusionnel, et si c'est des crises à répétition, il faut mettre en place un programme d'échange transfusionnel si possible, ou proposer ce qu'on appelle l'hydroxyurée, on le verra dans les thérapeutiques nouvelles. Le syndrome thoracique aigu, la prise en charge repose sur les antalgiques, l'antibiothérapie, l'oxygénothérapie, surtout la transfusion. Donc, sur le plan de drépanocytaire, c'est transfusion ou échange transfusionnel, et éventuellement transférer en réanimation s'il y a des signes de gravité, et proposer un traitement à l'hydroxyurée lorsque le patient va sortir de son épisode de syndrome thoracique aigu. La séquestration splénique, le seul traitement, c'est la transfusion en urgence. Et donc, si le patient a tendance à faire des épisodes à répétition, c'est de discuter une splénectomie avec les chirurgiens pédiatres. Et surtout l'éducation de la famille. Il faut apprendre à la famille à palper la rate. Donc, lorsqu'on découvre une splénomégalie chez un enfant, il faut faire palper la rate à la maman qui l'accompagne ou au papa, c'est très souvent c'est les mamans, et que lorsqu'elle fait le bain de l'enfant et qu'elle constate que la rate a augmenté de taille, ou bien que si l'enfant commence à présenter ce qu'on appelle des signes d'anémie, donc à devenir un peu plus fatigué que d'habitude, qui n'arrive pas à s'amuser, ou bien qui sort pour s'amuser, mais qui revient tout de suite parce qu'il est fatigué, il est essoufflé. Donc, elle peut toucher la rate, et si elle sent que la rate est gonflée, elle l'amène tout de suite à l'hôpital pour une prise en charge rapide, parce que le seul traitement, c'est la transfusion. Le plus tôt serait le mieux. Pour l'accident vasculaire cérébral, c'est une hospitalisation en réanimation. Donc, sur le plan drépanocytaire, c'est la transfusion ou l'échange transfusionnel en urgence. Et bien sûr, pour les autres mesures de prise en charge de l'AVC, ça se fait en coordination avec les neurologues. Et surtout, d'éviter la rééducation le plus tôt possible, donc au lit du malade, même en réanimation, avant que le malade ne sorte de réanimation. Et la prévention repose sur la recherche et la prise en charge d'une vasculopathie, on verra plus loin, cérébrale chez tous les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Pour le priapisme, dans sa forme intermittente, c'est plutôt assurer une bonne hydratation, prescrire l'éthyléphrine. Et s'il y a des récidives, c'est un programme transfusionnel. Et pour le priapisme aigu, c'est les antalgiques, surtout le drainage du corps caverneux, l'échange transfusionnel et les rechercher des facteurs qui peuvent favoriser ce priapisme-là, notamment le tabagisme,
l'alcoolisme et surtout l'hypertrophie des amygdales. Donc, il faut bien regarder les amygdales chez un drépanocytaire qui fait des priapismes. Et si les amygdales, il y a une hypertrophie des amygdales, c'est de discuter avec les ORL pour une amygdalectomie. Très souvent, ça peut changer les données. Pour les infections, un patient qui présente température à plus de 38 doit être hospitalisé. Et dans notre contexte d'endémie palustre, il faut toujours éliminer un paludisme, quelle que soit la période. Et réaliser un examen clinique rigoureux pour rechercher un foyer infectieux, donc avec un bilan de base si possible, une énumération, une radiographie thoracique, un examen cytobactériologique ou une bandelette urinaire. Et donc, les autres bilans seront en fonction, bien sûr, des données de l'examen clinique. Donc, lorsqu'on suspecte une atteinte ailleurs, on peut faire les examens pour confirmer. Et donc, s'il y a un paludisme, on fait un traitement antipaludique comme en fonction des protocoles. Donc, il n'y a pas de différence par rapport au sujet normal. Et si la goutte épaisse est négative, c'est de débuter un traitement antibiotique en tenant compte des foyers infectieux qu'on va retrouver. Donc, sur le plan clinique, si c'est un foyer ORL ou c'est un foyer urinaire, donc mettre des antibiotiques en fonction. Et cet antibiotique doit être adapté lorsqu'on aura des résultats bactériologiques, si possible. Et à l'absence de foyer infectieux, démarrer un traitement par l'amoxicilline. Pour les complications aiguës, on avait dit, c'est l'atteinte des organes, donc il faut la collaboration obligatoire avec les spécialistes d'organes. La transfusion va occuper une place importante et surtout, c'est des complications qu'il faut dépister de façon précoce et à partir d'un bilan annuel. Pour la vasculopathie cérébrale, c'est le Doppler transcrânien à partir de 2 ans chez tous les enfants homozygotes. Et si le Doppler est pathologique, donc de vitesse supérieure à 2 mètres par seconde, un programme transfusionnel avec éventuellement l'hydroxyurée, mais surtout le programme transfusionnel mensuel, donc pour prévenir la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Les complications osseuses pour les nécroses, les stades 1 et 2, ce sont des injections de cellules Schuss, si c'est possible. Et les stades 3 et 4, c'est le remplacement prosthétique. Donc, ça se fait avec les orthopédistes, donc une prothèse de la hanche. Parfois, ça peut être bilatéral. Pour les ostéomyélites, c'est l'antibiothérapie qu'il faut obligatoirement adapter en fonction des résultats de prélèvement bactériologique. On peut être amené à faire un drainage chirurgical avec un plâtrage pour éviter la fracture, l'immobilisation pour éviter la fracture et associé à la transfusion sur le plan drépanocytaire, la transfusion ou l'échange transfusionnel. Pour la rétinopathie, c'est un bilan ophtalmologique annuel, surtout chez les patients SC, donc une fois par an. Un programme de saignée en cas d'hyperviscosité, surtout chez les patients qui présentent des taux d'hémoglobine et une hématocrite assez élevée, au-delà de 13 grammes d'hémoglobine avec une hématocrite au-delà de 35-36%. Le traitement au laser pour les stades évolutifs, donc comme je dis, les rétinopathies proliférantes, donc ça c'est les ophtalmologues qui posent l'indication très souvent. Et pour le décollement, les stades 5, le décollement de la rétine, c'est une chirurgie de décollement de rétine pour préserver la vue. Sinon, le risque, c'est la cécité. Pour la néphropathie, c'est un bilan rénal annuel, donc une microalbuminurie une fois par an. Et lorsqu'il y a une atteinte rénale, c'est en collaboration avec les néphrologues. On peut utiliser les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'hydroxyurée. Là aussi, actuellement, le CRLD participe à un essai clinique de l'utilisation de cette hydroxyurée pour valider la place de l'hydroxyurée dans la néphropathie, parce que tout jusque-là, c'est des études un peu unicentriques. Là, on est dans le cadre d'une étude multicentrique, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays européens, pour valider un peu la place de l'hydroxyurée dans la prise en charge de cette néphropathie. Un programme transfusionnel va être mis en place lorsqu'il existe une insuffisance rénale chronique et surtout arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdaux, tous les médicaments en fait néphrotoxiques. Pour les complications cardio-pulmonaires, donc les troubles ventilatoires, c'est plutôt parfois des bronchodilatateurs, éventuellement. Pour l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est plutôt en collaboration avec des centres spécialisés, s'il n'y en a pas des spécialistes, notamment les pneumologues ou les cardiologues.
un programme transfusionnel, la mise en place de l'hydroxyurée et un traitement anticoagulant pour prévenir les thromboses. Et pour l'hypertension artérielle, la même chose, je l'avais dit déjà, en collaboration avec les cardiologues. Et surtout, éviter d'utiliser les diurétiques parce que ça peut entraîner une déshydratation et donc favoriser la survenue de crise. Pour les ulcères de jambes, c'est une des complications qui est la plus difficile, la complication la plus difficile à prendre en charge, hein, malheureusement, que ce soit chez nous ou ailleurs, parce que le mécanisme n'est vraiment pas bien connu. Et donc, mais très souvent, on demande quand même d'évaluer l'état veineux, ce qui est très souvent normal. L'écho-doppler artério-veineux est très souvent normal. Et l'hydroxyurée a été considéré comme un traitement qui pouvait favoriser la survenue des ulcères, mais on verra aussi dans l'hydroxyurée, c'est que c'est aussi un médicament que certains préconisent dans la prise en charge de cette complication. Et il faut favoriser quand même le retour veineux, hein, donc avec l'élévation des membres inférieurs, faire des soins locaux, notamment les pansements tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de possibilités. Et il faut rechercher et prendre en charge une complication, soit une infection locale, notamment un prélèvement lorsqu'on pense qu'il y a une infection, et une infection loco-régionale, notamment rechercher une atteinte osseuse en regard de l'atteinte cutanée. Et on peut aussi mettre en place un programme transfusionnel. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Pour les complications digestives, notamment la lithiase biliaire, le diagnostic, c'est l'échographie de la vésicule biliaire, donc à faire au moins une fois par an, surtout chez les homozygotes, ou chez ceux qui présentent les formes anémiques, donc les SS et les S-bêta-zérothalassémiques, et proposer une cholécystectomie à froid. Hein, il ne faut pas attendre que ça s'entraîne des manifestations. Notamment, idéalement, c'est laparoscopique. Donc, pour ceux qui ont la chirurgie laparoscopique, donc c'est de proposer la cholécystectomie laparoscopique. L'hémochromatose post-transfusionnelle, c'est les chélateurs de fer, donc en curatif ou en préventif. Alors, pour le chapitre des thérapeutiques nouvelles, en premier, nous allons parler de l'hydroxyurée. En réalité, ce n'est pas une thérapeutique nouvelle, mais dans notre contexte, pour certains, on peut dire que c'est nouveau parce que ce n'est pas encore très vulgarisé dans beaucoup de nos pays, où même si elle existe, l'accès est assez difficile du fait de la disponibilité très souvent et surtout du coût. Et donc, l'hydroxyurée, en rappel, c'est un antimitotique qui est connu depuis plus de 100 ans, donc qui a été plutôt utilisé dans ce qu'on appelle les syndromes myéloprolifératifs, en particulier dans la leucémie myéloïde chronique. C'est encore utilisé d'actualité parce que ça constitue un traitement symptomatique, entraîne une cytoréduction, surtout les patients qui ont une hyperleucocytose assez importante. Mais c'est en 1984 que des médecins ont constaté qu'il y a une augmentation de l'hémoglobine F chez 2 patients qui utilisaient l'hydroxyurée. Donc, des patients drépanocytaires qui ont développé un syndrome myéloprolifératif à qui on a donné l'hydroxyurée, et les médecins ont constaté quand même qu'ils ont augmenté leur taux d'hémoglobine F. Donc, ce qui veut dire que ce qui a fait suspecter son effet sur l'évolution de la drépanocytose. Et entre 1995 et 1996, les premières études multicentriques chez l'adulte et chez l'enfant ont été réalisées, notamment aux États-Unis. Et c'est à partir de ces résultats que l'autorisation de mise sur le marché par rapport à la drépanocytose de l'hydroxyurée a été validée par l'Agence américaine des médicaments, et surtout avec comme indication les crises vasoculaires sévères à répétition, surtout chez l'adulte. Et en 2011, la première étude sur l'utilisation chez les nourrissons a été publiée. Donc, comment agit l'hydroxyurée? Donc, l'hydroxyurée augmente la synthèse de l'hémoglobine F, donc ce qui va entraîner une réduction de la polymérisation et donc réduire la falciformation et donc la vaso-occlusion. L'hydroxyurée inhibe l'adhérence des globules rouges, des globules blancs à l'endothélium vasculaire, donc réduit la vaso-occlusion. Il favorise la synthèse du monoxyde d'azote, donc une vasodilatation et donc réduit la vaso-occlusion, mais aussi une réduction du nombre de globules rouges denses. Donc ça, c'est une nouvelle entité aussi qui ont été mis en évidence chez les drépanocytaires. Donc plus il y a des globules rouges denses, plus il y a des risques de faire des complications aiguës et surtout des complications chroniques. Et l'hydroxyurée permet de réduire le nombre de ces globules rouges denses.
Donc, les différentes études réalisées par sur l'hydroxyurée. Donc, la première étude, comme je l'avais dit, qui a permis à l'agence américaine de valider l'hydroxyurée dans la prise en charge de la drépanocytose. C'est cette étude qui est réalisée par l'équipe de Charache aux États-Unis. C'était une étude multicentrique. Et donc, avec double aveugle hydroxyurée versus placebo. Donc, ça a permis d'observer une réduction importante du nombre de crises par an, donc de 2,5 versus 4,5, et surtout une réduction aussi de la première crise. Donc, les patients qui étaient sous hydroxyurée avaient, sans sous placebo, faisaient une crise tous les 1 mois et demi, alors que ceux qui étaient sous hydroxyurée avaient une crise pratiquement tous les 3 mois. Et la seconde crise survenait très souvent plus de 8 mois après, alors que 4 mois après, ceux qui sont en placebo avaient une nouvelle crise. Et donc, la même étude pratiquement a été faite, mais par contre, ça a été... Donc, elle a permis aussi de réduire de façon importante le risque de faire un syndrome thoracique aigu et une réduction des besoins en transfusion. Chez les enfants, c'est plutôt une revue de la littérature qui a montré que toutes les études qui ont été réalisées, notamment en faisant la revue de plus de 26 articles, avec des études randomisées non et observationnelles et des case reports, montraient quand même que l'utilisation de l'hydroxyurée augmentait de façon importante l'hémoglobine fœtale et diminuait de façon importante les hospitalisations et surtout certaines complications aiguës, et avec quand même des effets secondaires, notamment sur des cytopénies, en particulier les neutropénies et des thrombopénies, effectivement, ce qui est très observé en pratique dans l'utilisation de l'hydroxyurée. Ensuite, il y a eu d'autres études, mais l'étude celle qui a aussi beaucoup plus confirmé l'utilisation de la place de l'hydroxyurée dans la prise en charge de la drépanocytose, c'est cette étude qui a observé deux groupes de patients, en fait, sur presque 17 ans. Et donc, un groupe de patients qui a été mis systématiquement sous hydroxyurée et un autre groupe de patients qui était dans un programme de suivi classique, comme on le fait un peu partout. Et on a montré que les patients qui ont sous hydroxyurée à 10 ans avaient un taux de survie nettement supérieur, que ce soit pour les SS ou les S-bêta-0, surtout les formes anémiques, un taux de survie à 10 ans nettement supérieur pour les patients sous hydroxyurée que les patients qui étaient sans hydroxyurée. Et donc, ce qui fait que certains praticiens préconisent l'utilisation systématique de l'hydroxyurée chez tous les patients, notamment chez les patients qui ont les formes anémiques. Mais ça aussi entraîne, par rapport au nombre de drépanocytaires qu'on a, un coût et qui peut-être nécessite une vision politique beaucoup plus élevée. Et donc, l'étude qui a montré aussi que la possibilité de l'utilisation de l'hydroxyurée chez les nourrissons, donc ça c'est l'étude Baby Hug, qui a été réalisée aux États-Unis chez les nourrissons et SS et S-bêta-0 thalassémique, donc entre 9 et 18 mois, à 20 mg kg par jour. Et c'est une étude qui a comparé hydroxyurée versus placebo pendant 2 ans. Et ils ont montré quand même qu'il y a une réduction significative des crises, surtout du syndrome pieds-mains et aussi des besoins transfusionnels chez les patients qui sont sous hydroxyurée versus placebo. L'hydroxyurée est indiquée chez des patients qui présentent plus de 3 crises majeures, donc plus de 3 hospitalisations par an pour une crise sévère, 2 syndromes thoraciques aigus, un syndrome thoracique aigu grave. Nous, déjà, avec un syndrome thoracique aigu, très souvent, on propose, parce que dans notre contexte de pratique, un syndrome thoracique aigu, la prise en charge est assez aléatoire parfois, parce qu'on n'a pas le sang tout de suite. Surtout que, par exemple, quelqu'un qui fait un syndrome thoracique aigu en ce mois de Ramadan où les donneurs, il n'y en a pas assez de donneurs de sang et que les produits sanguins sont assez difficilement accessibles. Et donc, parfois, dans les services de réanimation, on a parfois un problème de place. Et donc, un patient qui fait un syndrome thoracique aigu, nous, après la sortie, on lui propose l'hydroxyurée. Bon, c'est en fonction le patient peut accepter ou pas. Dans les atteintes d'organes,
Donc, comme je dis, c'est en train d'être validé éventuellement pour le rein, mais il y a des équipes qui l'ont utilisé qui ont eu de bons résultats pour le cœur, les atteintes cardiaques, les atteintes hépatiques, le cerveau, notamment dans la vasculopathie cérébrale, dans les ulcères, mais à des doses assez faibles, et dans le priapisme. Et des patients aussi qui ont un taux d'hémoglobine moyen bas, donc entre 6 et 7 grammes, on peut leur proposer l'hydroxyurée, ça permet de remonter aussi leur taux d'hémoglobine. La posologie habituelle est de 15 à 20 mg par kilo au début, jusqu'à atteindre la dose maximale tolérée. Les effets indésirables, c'est beaucoup plus les nausées, des troubles digestifs, donc au début, qui peuvent disparaître après. Les troubles de la pigmentation palmo-plantaire, donc une hyperpigmentation palmaire ou plantaire, ou une pigmentation de la base des ongles, donc qui est plutôt pas très esthétique, mais ça n'entraîne aucun problème particulier. Les cytopénies, parfois sévères, surtout des thrombopénies. Le risque de survenue d'ulcères de jambes, les fois ralentit, enfin, fait hésiter les patients, surtout les patients adultes, en âge de procréer. Hein, ça a un effet sur la fertilité et le risque d'hémopathie maligne. Ensuite, après l'hydroxyurée, il y a la greffe de moelle, qui n'est pas aussi une thérapeutique nouvelle en tant que telle, mais dans notre contexte, on ne l'a pas encore dans beaucoup de nos pays. Et donc, les premières greffes ont été réalisées sa situation de drépanocytose, donc ce qui a fait que il y a eu de premières séries quelques années plus tard, en 88, hein, publiées par les Belges. Et ça a commencé aussi, ça a coïncidé aussi avec le début de la greffe en France, chez les drépanocytaires. Et en 92, il y a eu une amélioration, notamment dans le conditionnement, avec l'utilisation de ce qu'on appelle des sérums anti-lymphocytaires pour éviter les effets secondaires liés à la greffe. Et c'était à la même période où on commençait aussi le traitement par l'hydroxyurée et l'introduction des Dopplers transcrâniens pour la recherche de vasculopathie cérébrale. Et donc en 2002, aux États-Unis, ils ont utilisé les greffes non myéloablatives, c'est-à-dire que les patients n'ont pas besoin d'être mis dans une forte chimiothérapie, on veut avoir, pour éviter les effets secondaires majeurs. Et en 2009, parce que jusque-là, jusqu'à cette date-là, c'était plutôt chez les enfants qu'on faisait la greffe. Et en 2009, il y a eu les premiers essais, c'est des patients adultes, mais avec beaucoup d'effets. Désolé, hein, il y a un problème de saut de connexion. Et donc, en 2017, une publication de plus de 1000 patients drépanocytaires qui ont été greffés avec de très bons résultats. Cette greffe de moelle, problème de connexion, elle est trop lente. Désolé. Et donc, ces données, il y a eu quand même quelques données qui ont été publiées, notamment de suivi. C'est celui de Françoise Bernaudin, notamment à Créteil, donc dans le groupe français d'études de la greffe de moelle. Donc, ils ont suivi 185 patients qui ont été greffés dans 17 centres. Donc, l'âge médian, vous avez vu que c'est surtout chez les enfants, hein, de sexe masculin, très souvent des formes anémiques, notamment SS et S-bêta-0. Et c'est la greffe de moelle. La greffe a été faite avec de la moelle osseuse dans la majorité des cas, et quelques cas qui ont été faits avec du sang du cordon ou des cellules souches hématopoïétiques périphériques. Les principales indications dans ce groupe, c'était la vasculopathie cérébrale avec l'AVC, les accidents ischémiques transitoires, avec ou sans sténose ou avec ou sans AVC silencieux, hein, les Dopplers transcrâniens anormaux. Et donc, il y a aussi des cas d'AVC silencieux avec ou sans anémie ou avec ou sans déficit cognitif. C'est des sujets allo-immunisés. Donc, il y a eu 4 sujets allo-immunisés, c'est-à-dire des patients qui ne peuvent plus transfuser du fait de la production d'anticorps qui font que ce sont des patients qui ne peuvent plus être transfusés.
des patients aussi qui ont eu des crises vaso-occlusives ou des syndromes thoraciques aigus et des nécroses de hanches et des situations d'HTAP, notamment des vitesses de régurgitation tricuspidienne supérieures à 2,5, surtout chez les enfants. Donc, en Afrique subsaharienne, les premières expériences ont été menées par des équipes au Nigeria, donc, qui a été publiée en 2015, d'où ils ont greffé environ 36 patients avec du sang de moelle, donc HLA compatible. Et ça a été réalisé entre 2010 et 2015 avec un conditionnement myélo-ablatif cette fois-ci, parce qu'avec une chimiothérapie, fludarabine, cyclophosphamide et busulfan, c'est myélo-ablatif, donc avec des risques d'effets secondaires majeurs. Et c'est des patients qui avaient en moyenne 10 ans, donc c'est des patients, des jeunes ou des adultes, des adolescents. Et c'est des patients quand même qui étaient très expressifs avant la greffe et qui ont diminué quand même de façon significative les complications et surtout qui ont une survie assez importante. Donc 33 patients ont survécu à cette greffe, surtout du fait des effets secondaires malheureusement. Donc, l'objectif de la greffe de moelle, c'est de remplacer les cellules souches hématopoïétiques du receveur par des cellules souches du donneur avec production de globules rouges normaux. Et pour la greffe, il faut quand même deux conditions essentielles, notamment, en particulier, il faut avoir un donneur HLA compatible intrafamilial, ça c'est l'idéal, mais on peut aussi avoir un donneur compatible non intrafamilial, mais ça avec des risques d'effets secondaires assez importants. Et surtout, il faut que ça soit chez des enfants ou des adultes jeunes. Vous avez vu pratiquement toutes les études, c'est plutôt chez les enfants, notamment des enfants de moins de 20 ans. Et surtout s'il n'y a pas, si c'est des adultes, il faut qu'il n'y ait pas de comorbidité, donc pour réduire un peu le risque de complications. Les indications, c'est surtout chez les enfants, c'est la vasculopathie cérébrale, les AVC, l'échec d'un traitement par hydroxyurée, donc les patients qui ne répondent pas à l'hydroxyurée, ou ceux qui ont fait un programme transfusionnel mais qui n'arrivent pas à répondre parce qu'ils font des crises, un programme transfusionnel hydroxyurée, il n'y a pas d'amélioration, on peut les proposer la greffe. C'est les adultes jeunes, en plus des indications chez les enfants, on peut avoir aussi ceux qui ont des atteintes d'organes, une rétinopathie, une néphropathie ou une cardiopathie ou l'hypertension artérielle pulmonaire. Les effets indésirables, c'est le rejet des greffes, mais surtout la réaction du greffon contre l'autre dans le cas de la greffe de moelle osseuse. Malheureusement, très souvent, c'est les lymphocytes du donneur qui vont agresser le système immunitaire du receveur et donc entraîner une baisse de l'immunité, une immunosuppression et une immunodépression chez le receveur et donc une sensibilité accrue aux infections. Et il y a aussi un traitement immunosuppresseur qui est mis en place pour éviter effectivement cette réaction du greffon et contre l'autre et qui peut entraîner un risque infectieux chez le receveur. Donc, on rentre ici dans le cadre des thérapeutiques nouvelles proprement dites. Les deux premières sont utilisées il y a assez longtemps. En premier, il y a la thérapie génique qui est en cours d'expérimentation, donc qui n'est pas encore très vulgarisée. Donc, ça consiste à importer la copie d'un gène fonctionnel dans une cellule cible pour qu'elle... Ça saute. Je m'excuse, c'est pas qui est en train de faire filer, c'est en train de se filer comme ça. Et donc, le gène thérapeutique importé ne modifie pas le gène malade, il vient simplement s'ajouter au protéine génétique pour composer les fonctions déficientes. Et le gène acheminé grâce à un vecteur qu'on appelle le lentivirus. Donc, ça peut être fait soit in vivo, directement dans l'organisme du patient, ou en ex vivo, afin de modifier les cellules avant de les réinjecter. Donc, les premières expériences ont été faites surtout chez les patients bêta-thalassémiques, pas chez les drépanocytaires, mais surtout des patients qui ont une bêta-thalassémie majeure, transfusion dépendante, parce que les bêta-thal majeurs, c'est pratiquement une transfusion de façon systématique tous les mois, tous les 2 mois. Et ces résultats ont été très satisfaisants en termes de sécurité par rapport aux effets secondaires et surtout en réponse au traitement et réduction du nombre de transfusions de façon comme la dépendance aux transfusions. Les premiers patients drépanocytaires ont été traités en France en 2014, donc c'est pas très très loin.
Et il y a actuellement une étude en cours qui a commencé en 2019, multicentrique, pour rechercher l'efficacité et surtout la sécurité de cette technique, hein, surtout chez les enfants. Donc, on va aborder 3 thérapeutiques nouvelles qui sont vraiment, on peut dire, nouvelles. Donc, le premier, c'est le Vexelotor. Donc, c'est une molécule qui entraîne une inhibition de la polymérisation. Et donc, les premières études ont été publiées en 2019. Et donc, c'était des études multicentriques. Ça aussi, c'était aux États-Unis. Qui est avec 3 groupes. Un groupe avec les 2 premiers groupes comparés à un placebo. Donc, ceux qui reçoivent le Vexelotor, c'était en 2 groupes en fonction de la dose, 1500 mg et 900 mg, et un groupe qui était sous placebo. Donc, ces groupes ont été comparés et on a observé quand même une réduction de façon importante de nombre de crises et d'hospitalisation dans le groupe, surtout une augmentation du taux d'hémoglobine dans le groupe 1500 mg, plus que dans le groupe 900 et le groupe placebo. Donc, Vexelotor à 1500 mg était beaucoup plus efficace que Vexelotor à 900 mg. Et bien sûr, sans Vexelotor, c'est encore beaucoup plus efficace par rapport au placebo. Et avec peu d'effets secondaires, et des secondaires pratiquement identiques, que ce soit groupe Vexelotor ou groupe placebo. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'effet secondaire majeur. Deuxième thérapeutique, c'est le crizanlizumab. Donc, c'est un anticorps monoclonal anti-P-sélectine. Donc, qu'est-ce que la P-sélectine? La P-sélectine, c'est une protéine d'adhésion exprimée au niveau de la membrane des cellules. On avait dit dans la physiopathologie qu'on a observé une adhérence accrue de globules rouges et de globules blancs à l'endothélium vasculaire, donc qui peut favoriser la vaso-occlusion. Et donc, cette protéine qui est exprimée peut être, on peut dire, stimulée par les états inflammatoires. Et donc, cet état inflammatoire va entraîner une activation de la P-sélectine et donc favoriser l'adhésion à l'endothélium ou l'adhésion des globules rouges aux autres cellules entre elles ou les globules blancs entre eux. Et donc, ce qui va favoriser bien sûr la vaso-occlusion. Et donc, elle peut aussi activer certains éléments de facteurs procoagulants et dans les leucocytes, et aussi activer le complément, donc favoriser la thrombose, donc des accidents thromboemboliques. L'anticorps monoclonal, le crizanlizumab, donc va inhiber l'activité de la P-sélectine et donc de façon logique va diminuer les phénomènes vaso-occlusifs. Donc, ce qui a été attesté par cette étude qui a été publiée en 2017 par des équipes américaines aussi qui ont utilisé le crizanlizumab en randomisation double aveugle placebo versus médicaments, et donc on est en phase 2 avec des doses, deux doses de crizanlizumab, 2,5 mg par kilo et 5 mg par kilo. Et déjà, l'administration du crizanlizumab a entraîné une diminution de façon importante du nombre de crises vaso-occlusives. Et plus la dose était élevée, plus les effets étaient importants. Et donc, les 5 mg kilo étaient encore beaucoup plus efficaces que les 2,5 mg kilo. Et la dernière thérapeutique nouvelle qui, elle, a été, les 2 premières pour le moment, n'ont pas reçu d'AMM dans la drépanocytose, mais celle qui a reçu une AMM aux États-Unis, c'est la L-glutamine, donc qui a été approuvée après l'hydroxyurée. Donc, il améliore ce qu'on appelle le stress oxydatif, donc avec la production d'un antioxydant. Là aussi, c'est une étude de 2018, publiée en 2018, qui vient, qui a permis effectivement d'introduire cette molécule dans la prise en charge des patients. Et c'est là aussi, c'est une étude randomisée multicentrique qui va utiliser des doses de L-glutamine de 0,3 g par kilo, et qui a permis effectivement d'observer une réduction significative du nombre de crises par rapport au groupe placebo, du nombre d'hospitalisations et surtout du nombre de
dépendance aux transfusions et avec quelques effets secondaires qui sont assez mineurs, notamment sous forme de nausées ou de fatigue ou de douleurs musculaires qui étaient pratiquement le même par rapport au groupe placebo. Voilà. Donc, pour terminer, disons que la drépanocytose est une maladie systémique qui pose un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne. Il y a des progrès importants qui ont été faits dans la connaissance de la physiopathologie, donc ce qui a permis, ce qui a abouti à la mise en place de thérapeutiques nouvelles. Et ces thérapeutiques nouvelles qui ont réduit de façon significative les complications qui peuvent aussi aller jusque vers la guérison, notamment pour la thérapie génique. C'est ça l'objectif en fait. Et ce qui permettra aussi d'améliorer de façon significative l'espérance et surtout la qualité de vie des drépanocytaires. Et parfois, la prise en charge de cette pathologie est multidisciplinaire, pardon, surtout par rapport aux complications chroniques. Donc, pour ceux qui veulent avoir des éléments pratiques, notamment pour la prise en charge de la drépanocytose, je les invite à aller voir le guide de prise en charge de la drépanocytose, donc qui peut télécharger sur le site de Grade 6. Le Grade 6 est un groupe d'experts ouest-africains et malgaches, donc qui regroupe 6 pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et Madagascar, qui se sont réunis et qui en une consortium. Et la première production, c'est ce guide de prise en charge de la drépanocytose en Afrique qui propose en fait des éléments de prise en charge pratique, quel que soit le niveau d'exercice, que ce soit en périphérie ou dans un centre spécialisé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, ça détaille un peu aussi tout ce qui est utilisation des antalgiques, par exemple, prise en charge du priapisme, ou surtout la transfusion dont on a parlé. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails. Transfusion, échange transfusionnel, quand est-ce qu'il faut faire un échange transfusionnel. Et surtout des cas particuliers aussi dont on n'a pas parlé, notamment la grossesse et la drépanocytose ou la préparation à la chirurgie, ou la situation particulière, drépanocytose et paludisme, qui va constituer l'essentiel des échanges qu'on aura, j'espère. Voilà, donc je remercie avant de terminer le comité scientifique de Repramaf pour avoir pensé à la drépanocytose. Je remercie aussi tous les participants à ce webinaire qui sont en ligne, la direction du centre de recherche et les partenaires qui nous appuient dans le cadre de la prise en charge de la drépanocytose. Ok, merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup, docteur Touré. Merci, vous m'entendez, docteur Touré? Été trop long. Oui, je vous entends. Non. Oh, oui, nous sommes toujours effectivement dans l'intervalle du temps imparti. Voilà, merci beaucoup vraiment. Voilà, parce que là, ça fait 1h17. Nous avons prévu 2 heures d'échange. Donc, on est encore dans le temps. Merci beaucoup, docteur Touré, pour cette présentation vraiment très riche et qui a abordé les différents aspects de cette maladie. Nous vous remercions vraiment pour le temps consacré et pour transmettre ces connaissances aussi utiles donc, pour la pratique des différents prestataires sur le continent. Alors, donc, nous avons reçu plusieurs questions que nous allons vous lire. Et la première question nous vient de Pierre Lofuta qui demande si est-ce que ces rétinopathies sont-elles bilatérales dans les complications? Bon, elles peuvent être unies ou bilatérales. Mais très souvent, effectivement, c'est bilatéral, mais parfois, elles peuvent être aussi unilatérales. Mais très souvent, c'est bilatéral. Ce sont des atteintes bilatérales. D'accord. Alors, toujours Pierre Lofuta qui pose la question concernant la constipation. Est-elle également décrite dans les complications digestives? Et si oui, à quelle fréquence? Est-ce que c'est fréquent? Bon, la constipation n'est pas classique. Elle est peut-être certains patients le signalent, mais la constipation, c'est beaucoup plus il faut faire attention lorsqu'on utilise les antalgiques, notamment les morphiniques et même tout ce qui est tramadol ou codéine. Donc, ce sont des médicaments qui peuvent favoriser la constipation.
En dehors de ça, mais classiquement, je n'ai pas d'éléments par rapport à la constipation. Ça n'a pas été spécifiquement décrit comme étant une complication sur les drépanocytaires. Mais par contre, il y a des facteurs qui peuvent favoriser, notamment l'utilisation des antalgiques. D'accord, tout à fait. Donc, vu que au premier tableau, nous avons la douleur donc, dans les complications et que le sujet peut être exposé à la morphine, et systématiquement, quand on est sous morphine, il faut prévoir donc un laxatif, c'est ça, en résumé. Prévoir un laxatif, ouais. Tout à fait, tout à Hmm. fait. Même pas la morphine, même le tramadol ou Oh la oui, codéine. Hein. les morphiniques, oui. Donc, une autre question est pourquoi doit-on Paracétamol plus arrêter? codéine ou tramadol, ça peut entraîner aussi des Tout à fait, d'accord. Alors, une autre question est Pourquoi? pourquoi est-ce qu'on doit arrêter le traitement à base de pénicilline à l'âge de 5 ans? Pourquoi pas continuer? Une question de Bon, ça l'hôpital que j'ai c'est posée. notre pratique. Hein. Sinon, certaines équipes le continuent jusqu'à l'adolescence, donc jusqu'à l'âge de 15 ans. D'autres l'arrêtent à l'âge de 10 ans. Mais très souvent, à partir de 5 ans, très souvent maintenant, le fait que les patients sont bien vaccinés, donc ça permet surtout dans la prévention du pneumocoque. Hein. Des infections streptococciques, surtout, mais surtout pneumococciques. Donc, si les patients sont bien vaccinés, très souvent, on ne va pas très loin. Mais on considère qu'à partir de l'âge de 5 ans aussi, ils ont quand même une certaine immunité qui les protège. Mais ça, c'est ce qui se fait chez nous. Mais ailleurs, il y a des écoles qui vont jusqu'à 10 ans et d'autres qui vont jusqu'à 15 ans. Aux États-Unis, par exemple, ils vont parfois jusqu'à l'âge de 15 ans continuer la pénicillothérapie. Hmm. D'accord. Donc, une autre question de Mamadou Bayo Koulibaly. Il demande, il dit, est-ce que le TDR est-il facilement accessible sur le marché? Bon, malheureusement, pour le moment, il n'est pas encore très vulgarisé sur le marché. Comme je dis, c'est quand même quelque chose quand même qui est un peu cher parce que 4 000 francs, c'est presque le coût d'une électrophorèse. Hein, c'est pas loin le coût d'une électrophorèse. Et donc, ce n'est pas encore complètement bien vulgarisé sur le marché. En tout cas, sur le marché malien, c'est difficile d'en avoir, mais je ne sais pas ailleurs. Ce n'est pas encore complètement bien vulgarisé. D'accord. Donc, Monsieur Ousmane Ibrahim qui pose la question de savoir est-ce qu'il peut avoir plus d'informations sur l'HTA du drépanocytaire, en résumé. Peut-être vous en avez parlé, peut-être qu'il était En venu en résumé, retard. moi, ce que je dis, c'est que en retard. J'ai dit l'HTA chez donc la tension artérielle très souvent chez les drépanocytaires, surtout chez les formes anémiques, les homozygotes et les bêta, ils ont du fait de l'anémie bien sûr et parfois des atteintes vasculaires, surtout de l'anémie, ils ont une tension artérielle qui est assez basse. Donc en moyenne, nous les patients qu'on a observés, c'est entre 160 mm de mercure ou 150 mm de mercure ou 90-60 mm de mercure. Et donc, les patients drépanocytaires qui ont une tension qui a tendance à dépasser les 120 sur 70 mm de mercure, il faut les considérer comme étant hypertendus, surtout les formes anémiques. D'accord, merci bien. Il y a Larissa qui pose la question en disant pourquoi est-ce que les drépanocytaires ne font pas de paludisme? Alors, les drépanocytaires, ils font du paludisme. Ce qui a été démontré, c'est les porteurs sains. Chez qui ça a été démontré, c'est les porteurs sains. Et là aussi, ils ne font pas ce qu'on appelle les formes graves du paludisme. Et donc, c'est là que ça s'était démontré, mais les drépanocytaires, ils font le paludisme. Et le paludisme est grave chez les drépanocytaires, parce que, surtout les homozygotes, parce que ça survient sur un terrain d'anémie et ça peut aggraver l'anémie. Mais par contre, chez les sujets porteurs sains, ce qu'on appelle les AS, là, effectivement, ça a été scientifiquement démontré que ce sont des patients qui ne font pas les formes graves du paludisme. Et on pense même que cette mutation ponctuelle, naturelle, est venue du fait que est venu de là, hein, parce que quand on regarde la distribution du paludisme et celui de la drépanocytose, c'est pratiquement là dans les mêmes régions, et on pense que cette mutation serait venue de façon naturelle pour protéger contre le paludisme qui avait une mortalité très élevée, et malheureusement les sujets qui sont du fait
de croisement, donc ça a entraîné la naissance d'enfants d'homozygotes et qui ont plutôt des anomalies qui peuvent faire le paludisme. C'est surtout chez les AS que ça a été démontré de façon scientifique. Mais par contre, chez les SS, ils font le paludisme est très grave chez eux. D'accord, docteur Touré, merci. Une autre question de Lofuta. Il dit certains hématopédiatres recommandent la thérapie à base d'hydroxyurée au long cours plutôt, presque à vie. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les précautions dans ce cas? De toute façon, le traitement par l'hydroxyurée, c'est un traitement, on dirait pas à vie, hein, c'est un traitement qu'on n'arrête pas. Bon, on peut, si le malade s'améliore, on peut tenter d'arrêter, mais dès lors que le patient est mis sous hydroxyurée, effectivement, c'est un traitement à vie. Donc, ça nécessite quand même une surveillance, surtout sur le plan hématologique, notamment l'hémogramme. Donc, il faut un suivi beaucoup plus rapproché et idéalement, c'est de les voir dans un premier temps une fois toutes les semaines, ensuite une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois, et après, s'il n'y a pas de souci, au moins une fois tous les 3 mois. Donc, il faut les voir 3 ou 4 fois dans l'année avec un hémogramme pour rechercher des anomalies qui peuvent orienter. Sinon, effectivement, le traitement, c'est une fois institué, on ne l'arrête pas normalement. D'accord. Ousmane Fane qui pose la question en disant le test d'Emel, je n'ai pas entendu parler. Est-il en phase d'abandon? Donc, il y en a qui sont venus, je pense, à Ouais, c'est répondre. pourquoi je n'en ai pas parlé. Ouais, ben, effectivement, je n'en ai pas parlé parce que le test d'EML aujourd'hui, surtout avec l'arrivée progressive des TDR, c'est un test que je pense qu'on va oublier très tôt parce que c'est un test qui est plutôt qualitatif et qui a beaucoup d'inconvénients parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Et parfois aussi, il y a beaucoup de faux positifs. Et le test de MEL ne permet pas de faire la différence entre un sujet AS, un sujet SS ou un sujet SC. Et donc, c'est vraiment un test d'orientation, mais ce n'est pas un test de diagnostic. C'est pourquoi j'ai volontairement laissé passer. D'accord. Donc, une autre question. Le Fouta il dit est-ce qu'un traitement per os à base de cellules souches végétales est-elle efficace dans la drépanocytose? Avez-vous une expérience ou des études là-dessus? Cellules souches végétales, bon, c'est la première fois que j'entends parler, donc je n'ai pas d'expérience. Peut-être que je vais voir, mais je n'ai aucune expérience. Cellules souches végétales, c'est la première fois d'en entendre parler. D'accord. Donc, il y a une question de Mohamed Kiré, qui dit existe-t-il un groupe d'études sur la drépanocytose au Mali? Un groupe de membres, de médecins, en fait, une organisation qui regroupe les médecins sur le sujet de la drépanocytose. Bon, pour le moment, on n'a pas mis ça de façon formelle en place, mais comme je dis, dans le cadre du grade 6, effectivement, on a l'ambition quand même de pouvoir regrouper autour de la drépanocytose un certain, comme je l'ai dit, un certain nombre de spécialistes pour qu'on puisse avoir effectivement un groupe pour la prise en charge, parce que vous avez vu que les complications chroniques nécessitent obligatoirement l'implication des spécialistes d'organes. Et donc, il faut trouver quand même un groupe. On l'a plus ou moins fait avec l'obstétrique, donc la grossesse, avec l'équipe de l'hôpital du Point G. Mais pour les autres spécialités, on n'a pas réellement mis en place de façon formelle de groupe, mais on pense le faire avec le grade 6 là pour pouvoir mettre en place un noyau qui permet de travailler dans ce sens-là. D'accord. Donc, il y a aussi des remerciements par rapport à la qualité de la présentation. Voilà, en posant la question aussi, merci beaucoup, Dr Merci. Touré, pour la présentation. Nous avons besoin du support si possible. Merci, Dr Touré. Est-ce qu'on peut avoir le support? Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de remerciements dans ce sens. Aussi, une question. Merci. Il y a donc une question. Comment prendre en charge les patients qui sont
voilà, qui ont toujours des douleurs, voilà, qui sont sous morphine. Voilà, en tout cas, la question est, peut-être que c'est pas, Alors, la personne peut reformuler la question parce que, voilà, des patients qui présentent toujours des douleurs, comment prendre en charge ces patients qui sont sous morphine? Je pense que c'est très vaste comme question. Donc, on vous écoute, docteur. bon, on peut voir ça sous deux angles. C'est-à-dire comment prendre la charge avec la morphine ou Oui, quand la morphine n'est pas efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs volets peut-être dans cette question-là. L'utilisation de la morphine, effectivement, chez les drépanocytaires, c'est connu. Donc, on peut l'utiliser soit sous forme de titration ou en forme de bolus, généralement 0,1 mg kilo. Mais il y a aussi, parfois, il y a des patients qui ne répondent pas à la morphine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de façon naturelle des récepteurs à la morphine. Et donc, ce sont des patients qui ne vont pas, quelle que soit la dose de morphine que vous allez mettre, ça ne peut pas calmer leur douleur. Ça, c'est des patients qui, naturellement, n'ont pas de récepteurs à la morphine. Et ce sont ces patients, très souvent, quand on utilise les anti-inflammatoires, ça calme leur douleur. Maintenant, si malgré l'utilisation de la morphine, la douleur ne cède pas et qu'on a utilisé les analgésiques qu'on a pu, on a recherché des facteurs déclenchants, on n'a pas retrouvé, c'est de faire ce qu'on appelle l'échange transfusionnel chez ces patients-là. Et si malgré l'échange transfusionnel, ça ne marche pas, il faut proposer l'hydroxyurée. d'accord. D'accord, merci, docteur. Une autre question de Monsieur Fofana. Monsieur Fofana qui vous remercie pour la qualité de la présentation et qui dit, en cas de crise vaso-occlusive avec un taux d'hémoglobine inférieur à 7 grammes, on privilégie la transfusion ou la réhydratation. Quel est le seuil transfusionnel dans ce cas? Bon, les deux peuvent se faire, mais on peut, si on a le plus rapidement possible, c'est de transfuser. Bon, je sais que dans notre contexte, je ne sais pas où est-ce qu'il exerce, mais je ne sais pas quelle est la rapidité à laquelle il peut avoir le produit sanguin. Mais bien sûr, en attendant d'avoir le sang, il faut toujours maintenir une hydratation, mais peut-être faire attention en fonction du taux d'hémoglobine. Il faut éviter quand même de trop remplir lorsque le taux d'hémoglobine est bas, donc en utilisant les antalgiques. Mais bien sûr, lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 ou inférieur à son taux de base, c'est pourquoi il est important aussi de suivre les malades. Dans le suivi, ça permet de déterminer son taux d'hémoglobine moyen de base. Et donc, un patient qui a un taux d'hémoglobine moyen à 7 grammes et qui se retrouve à 6, c'est moins inquiétant que quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine moyen à 9 et qui se retrouve à 6 et qui est en crise. Donc, il faut faire aussi cette part des choses. Et donc, effectivement, si vous avez la transfusion, c'est de transfuser en même temps, continuer le traitement antalgique et faire attention, l'hydratation aussi continue. Et surtout, inciter les patients à boire. Donc, c'est pas obligatoirement, l'hydratation, c'est pas obligatoirement parentérale. L'hydratation orale aussi, elle est très importante. Elle est même beaucoup plus efficace même qu'on peut dire, l'hydratation parentérale. Donc, inciter les patients à boire, c'est encore mieux. D'accord, merci. Une autre question, est-ce qu'on peut arrêter temporairement le traitement à base de pénicilline pour en faveur d'un autre traitement antibiotique si un patient développe une infection? Oui, tout à fait. Donc, c'est en fonction dès lors que si on a pu faire un examen bactériologique qui a montré que le patient est sensible enfin, présente une infection qui est avec des bactéries qui sont sensibles à des antibiotiques, ça n'empêche pas d'utiliser l'antibiothérapie et surtout en fonction des foyers infectieux. On sait que les pénicillines sont utilisées surtout pour les streptocoques ou les pneumocoques, mais si on a une infection à salmonelle, on suspecte une infection à salmonelle ou un hémophilus, on va utiliser l'antibiotique qui va avec. On n'est pas obligé d'arrêter. D'accord. La Donc, pénicilline, et puis c'est des doses préventives, ce n'est pas des doses curatives. C'est des doses préventives, ce n'est pas des doses curatives. tout à fait, tout à fait. Donc, un docteur qui dit bonsoir à tous. Nous constatons beaucoup de crises vaso-occlusives sur grossesse. Quelle prise en charge particulière chez la femme enceinte? Hydroxyurée est possible chez la femme enceinte? Ouais, donc je dis qu'on n'a pas parlé du cas particulier de la grossesse. Effectivement, pour la grossesse,
il faut quand même évaluer le patient, la patiente avant, enfin, il faut faire son histoire avant. Et si c'est une patiente qui fait très souvent des crises, dès lors qu'elle tombe enceinte, systématiquement, il faut le mettre dans un programme transfusionnel, un échange transfusionnel mensuel ou transfusion en fonction de son taux d'hémoglobine. On peut utiliser, si les patients ne sont pas transfusables du fait des allo-immunisations, en ce moment-là, on peut utiliser l'hydroxyurée, mais il est déconseillé de l'utiliser pendant le premier trimestre. Donc, il faut attendre peut-être après le premier trimestre de la grossesse. Ça, c'est connu. Et maintenant, si on ne peut pas faire la transfusion et le faire au premier trimestre, on ne peut pas utiliser l'hydroxyurée. On peut, si on a accès à ce qu'on appelle l'érythropoïétine, donc booster, faire des injections d'érythropoïétine pour pouvoir booster la moelle pour produire un peu plus d'hémoglobine, ce qui permet de réduire aussi les crises. D'accord. Donc, une autre question, c'est par rapport à l'acide folique. Donc, un participant qui dit « Je n'ai pas entendu parler », est-ce que ce n'est plus d'actualité? Ah si, j'en ai parlé dans la prise en charge, dans le suivi du malade. J'ai parlé de la pénicillinothérapie et de la supplémentation en acide folique. Oui, tout à fait, ouais. Il y a aussi beaucoup de C'est une remerciements. actualité, surtout dans les formes anémiques, hein, SS, bêta 0. Et Tout à c'est fait. en fonction aussi des écoles aussi. Hein. Là aussi, il y en a qui donnent ça 10 jours par mois, il y en a d'autres qui donnent ça 20 jours par mois. Oui, certains étaient venus en retard. Il y a Pierre Lofouta, donc vous avez répondu à plusieurs de ces questions. Il dit grand merci, docteur Boubacar, pour votre bien exposé et réponse aux questions. Tout est clair, bonne semaine. Donc, une autre question. Quel est votre avis de notre participant sur la drépanocytose et anticoagulation? Bon, ça ne doit pas être systématique, parce que, mais dans certaines situations, notamment, je n'en ai pas parlé, dans les syndromes thoraciques aigus, par exemple, le traitement anticoagulant doit être systématique. C'est les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, là aussi avec des risques de thrombose. Toutes les situations où il y a un risque de thrombose, on peut utiliser les anticoagulants, mais pas de façon systématique quand le drépanocytaire a l'état basal sans autres complications. D'accord. Donc, au cas par cas. Au Donc, cas une autre par cas, question. oui. D'accord. Une autre participante, voilà, dit bonsoir depuis Madagascar. Depuis Madagascar. Bonsoir. Plus d'informations sur les indications de la splénectomie chez les drépanocytaires et leur suivi post-splénectomie. Merci. Très brillante présentation. Si possible, d'avoir le support. Ok, la splénectomie, les indications, c'est surtout, comme j'ai dit, c'est les enfants qui font des séquestrations spléniques. Nous, on le fait lorsque le patient fait deux épisodes de séquestration et qu'on arrive à le récupérer. Donc, on propose la splénectomie parce que le seul traitement, c'est la transfusion. Et lorsqu'il fait sa séquestration à des périodes où on ne peut pas avoir le sang, malheureusement, il peut décéder. Et lorsque on arrive à des séquestrations spléniques, ce qui veut dire que la rate n'est plus fonctionnelle. Donc, pratiquement, elle ne sert plus à rien. Et donc, il faut l'enlever. Et le post-splénectomie, pour le moment, nous, tous ceux qu'on a splénectomisé, on n'a pas eu de soucis particuliers. Au contraire, même, ça permet d'améliorer de façon considérable leur qualité de vie. Mais seulement, il faut quand même s'assurer qu'ils sont bien vaccinés contre le pneumocoque et contre les salmonelles et le méningocoque avant de faire la splénectomie. D'accord. Merci. Et aussi une autre question. Le traitement martial chez les drépanocytaires est-il définitivement abandonné? Non, le traitement martial n'a jamais été quelque chose qui a été préconisé, à ma connaissance, chez les drépanocytaires. Parce que les drépanocytaires, ils font ce qu'on appelle une anémie hémolytique. Et l'hémolyse s'accompagne toujours de la libération du fer. Et donc, très souvent, les drépanocytaires sont en hyperféritinémie. Donc, lorsque vous faites la féritinémie chez les drépanocytaires, ils ont des réserves même supérieures à la normale. Et donc, il ne sert à rien de rajouter c'est même à la limite contre-indiqué
chez les drépanocytaires la supplémentation martiale parce qu'on risque de les mettre en surcharge et ce qui n'est pas bon pour le foie. Et même les femmes enceintes, les drépanocytaires, surtout les formes anémiques, on ne le met pas du fer systématiquement sans faire de la ferritinémie. Donc, si la réserve elle est normale, il n'y a pas besoin de mettre du fer. Parce que si vous mettez du fer, le risque c'est d'augmenter la surcharge. Parce que l'anémie du drépanocytaire n'est pas liée à une carence en fer, c'est plutôt une anémie hémolytique. D'accord, merci bien, docteur. Donc, une autre question concernant l'érythropoïétine. C'est vraiment efficace du fait qu'il stimule la production des globules rouges qui seront falciformés? De Dominique. C'est une question de Dominique. Oui, ça permet quand même d'améliorer, parce que de toute façon, c'est pas tous les globules rouges drépanocytaires ne sont pas systématiquement tous falciformés. Ce sont des globules rouges qui peuvent être falciformés, mais ils ne sont pas systématiquement tous falciformés. Et donc, lorsqu'ils ne sont pas dans des conditions d'être falciformés, ils restent dans leur forme normale. Donc, en augmentant le taux d'hémoglobine, on améliore un peu le transport de l'oxygène, donc on améliore l'état des patients. Mais seulement, effectivement, un effet secondaire, c'est le fait que lorsque la moelle est hyperstimulée, elle est hyperactivée, ça peut aussi être un facteur favorisant de la survenue des crises. Donc, il faut bien surveiller. D'accord, merci bien, docteur. Une autre question de docteur Diabaté qui dit, est-ce que l'ocytocine a-t-il vraiment un effet sur l'apparition des crises? Et souvent, en salle d'accouchement, on déconseille l'usage de l'ocytocine. Bon, peut-être pour moi, je parle quoi exactement? L'ocytocine, peut-être ça entraîne plutôt une vasoconstriction. Et donc, si ça entraîne une vasoconstriction, donc le risque, effectivement, c'est que ça puisse favoriser la survenue des crises, peut-être dans ce mécanisme-là. Sinon, je ne sais pas exactement, je ne maîtrise pas bien le mécanisme d'action de l'oxytocine. D'ailleurs, si ça entraîne une vasoconstriction, ça peut effectivement entraîner le risque de survenue de crise. D'accord. J'aimerais savoir, un autre participant, j'aimerais savoir si la PNIV est toujours systématique chez les drépanocytaires et à quelle posologie est-elle donnée? Oui, la drépanocytaire est toujours conseillée, donc c'est d'ailleurs un des traitements qui a permis effectivement d'améliorer de façon considérable la survie des patients. Ça a été institué aux États-Unis en premier. Et donc, c'est pénicilline jusqu'à l'âge de, comme je dis, à 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, tous les jours, à la dose de 500 000 unités par kilo, je pense, chez l'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans par jour. C'est tout à fait d'actualité. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur Touré, vraiment pour cette présentation très brillante et très transversale. J'avais vu aussi une question qui a passé par rapport aux baisses du NO, là. Je ne sais pas. Ah oui, donc, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et de remerciements. Vous pouvez répondre, hein? Oui, le mécanisme de baisse du NO, comme je dis, c'est-à-dire que l'hémolyse va entraîner la libération de l'hémoglobine libre. Et c'est cette hémoglobine libre, malheureusement, qui va interférer avec le métabolisme du NO, donc ce qui va entraîner une baisse du NO et donc favoriser la vasoconstriction. Le NO, c'est un vasodilatateur naturel. Donc, lorsqu'il baisse, son taux baisse, effectivement, ça peut favoriser la vasoconstriction et donc la vasoocclusion et favoriser les crises douloureuses. Voilà, merci. Je vois. Donc, c'est ça une question de Dominique, c'est ça, je vois. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur Touré, vraiment pour toutes ces réponses assez utiles. Est-ce que vous avez un mot de la fin sur des aspects sur lesquels vous voulez insister? Vous avez parlé pendant 1h40, 1 minute. C'est vraiment après une journée de jeûne. Merci beaucoup pour votre disponibilité très précieuse. Est-ce que vous avez merci beaucoup. Bon, en fait, quelques mots de la fin? Donc, bon, avant de terminer, quand même remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire et remercier aussi le MAF pour avoir pensé à ce thème-là. Pour dire que vraiment, aujourd'hui, la drépanocytose, il est important, effectivement, d'aller vers ces thérapeutiques-là, surtout l'hydroxyurée, et donc qui est vraiment de plus en plus quand même accessible dans nos pays.
et penser à l'utilisation de cette molécule qui permet vraiment d'améliorer de façon considérable la qualité de vie des patients. Et donc, moins les patients ils font des crises, mieux ils vont vivre et plus longtemps ils vont vivre. Voilà. Voilà. Ok, merci Donc, beaucoup. merci à tous. Merci beaucoup, docteur Touré. Nous remercions tous les participants qui ont vraiment assisté donc à ce webinaire. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre webinaire avec la branche anglophone du réseau. Nous allons traiter sur les AVC, la prise en charge des AVC à la phase aiguë, avec Dr Augustina, donc la présidente de l'Académie africaine de neurologie. Et ça va être un webinaire en anglais pour ceux qui seront donc intéressés la semaine prochaine. Et bien sûr, à cette même heure, vous allez recevoir les notifications par mail à propos, bien sûr, de ce webinaire. Donc, docteur Touré, une dernière question. Il y en a qui m'ont qui m'ont contacté en inbox par rapport au DEU. Donc, le DEU de Panacitose. Oui. En un mot. Donc, il y en a qui m'ont posé des questions. Certainement avoir des informations pratiques. Comment ça se passe, comment s'inscrire. Et voilà. Donc, je rappelle que bon, le deuil de drépanocytose. Avant votre réponse, excusez-moi, je rappelle vraiment comme on dit, c'est à nous je parle à tous les participants et à moi-même, c'est à nous les Africains de développer notre pratique, notre médecine, nos pratiques. Nous avons nos réalités socio-culturelles, nous avons nos patients. La médecine, c'est vraiment l'art, c'est l'art du conformisme et bien sûr dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'on se conforme de façon universelle, mais nous avons nos réalités locales et autres. Donc c'est à nous de développer donc nos différentes pratiques, prestations et aussi de partager avec le reste du monde. Donc c'est parce que les autres y travaillent, ils partagent leurs données, c'est pourquoi on a accès donc à cette médecine occidentale et qui est souvent peut avoir donc certaines différences liées donc à la génétique et autres aspects environnementaux. Et c'est à nous de développer donc nos pratiques, faire des études, publier, partager avec le monde, ainsi de suite. Ça me rappelle en 2019, j'étais en interview avec une journaliste à Paris et qui donc disait que il n'y a presque rien sur la drépanocytose. Peut-être certainement qu'elle n'est pas au courant de ce qui se faisait. Et on a eu à parler du centre de drépanocytose de Bamako. Et là, vraiment, on laisse Dr Touré nous parler en quelques mots sur ce 2U. Donc, certains m'ont posé la question donc en privé. On vous écoute. Ok, merci. Donc, le DEU, c'est un diplôme universitaire donc, qui est organisé par le CRLD en collaboration avec la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Donc, chaque année, très souvent, c'est au mois de novembre. C'est une formation vraiment intensive sur 2 semaines. Donc, qui développe tous les aspects de la drépanocytose, des aspects fondamentaux aux aspects du diagnostic et surtout de la prise en charge plutôt pratique dans le cadre de la prise en charge de la drépanocytose. Donc, c'est une formation qui dure 2 semaines et qui est ouverte à tous les médecins, médecins généralistes, pédiatres, même les spécialistes qui veulent aussi apprendre sur la drépanocytose parce que pour mieux prendre en charge une complication liée à la drépanocytose, il faut quand même bien comprendre aussi la maladie. Et c'est ouvert aussi aux internes en médecine. Et donc, comme je dis, c'est une formation de 2 semaines et généralement, c'est au mois de novembre. Donc, il coûte 450 000 francs CFA. Voilà. Et c'est rattaché à la faculté de médecine de l'université de Bamako, USTTB. Oui, c'est des diplômes qui sont délivrés par la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Donc, le diplôme porte le sceau du doyen et directeur de l'université. D'accord. Merci beaucoup, docteur Touré, pour toutes ces informations très, très importantes. Donc, nous allons vraiment clôturer ce webinaire à ce niveau. Ce fut vraiment un plaisir. Et jusqu'à présent, il y a des questions qui continuent à venir, mais le temps imparti ne va pas nous permettre de répondre à toutes ces questions. Vous en avez déjà répondu assez. Et cela montre l'intérêt que les participants portent sur le sujet de la drépanocytose.
et aussi de la qualité de la présentation. Alors, merci beaucoup, docteur Touré, et merci pour votre Ok, disponibilité. merci. De toute façon, toutes ces complications, ouais, j'ai dit toutes ces complications et toutes ces Oui, complications aiguës ou chroniques peuvent faire l'objet d'un, à chacun d'eux peut faire l'objet vraiment d'une présentation de plus d'une heure ou de 2 heures hein, dans leur mécanisme physiopathologique, dans leur prise en charge, dans leur traitement. Mais quand même, merci et j'espère que l'AVC va tenir compte de l'AVC chez les drépanocytaires. oui, d'accord. On verra bien. Donc, on rappelle que docteur Touré Boubacar, il est médecin spécialiste en hématologie qui est basé au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako, donc avec un grand recul sur ce sujet. Moi, je l'ai connu physiquement, en présentiel, il y a environ 13 ans, et c'était au sujet de la drépanocytose. Et voilà qu'aujourd'hui, 13 ans après, on se retrouve en ligne pour en parler. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine fois. J'espère que c'est un début du commencement, docteur Touré. Et vraiment, merci à toute l'équipe du Il n'y a pas de centre problème. et aux participants. Donc, au revoir. Merci Merci beaucoup bien. Au et à la revoir. prochaine. À la prochaine. Merci bien.